Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce cours de chromatographie qui s'adresse aux étudiants de licence 2. C'est un cours de l'Université de Strasbourg, mis en ligne et a été conçu par le professeur Yanis François. Donc, il est adapté aux étudiants de licence 3. Donc, nous allons revenir rapidement sur ce que c'est que la chromatographie, quel est son principe, quels sont les différents types de chromatographie, comment peut-on apprécier la qualité d'une séparation en chromatographie, comment peut-on révéler les composés séparés en chromatographie. Voilà, en gros, ce dont il est question et dont il est important que vous puissiez retenir à la fin de ce cours. Donc, voilà. Donc, nous allons élaborer aussi bien les aspects théoriques tout en ressortant justement les principes de la chromatographie en phase gazeuse et ceux de la chromatographie liquide. Donc, le thème, la chromatographie a été découverte en 1906 par un chimiste russe du nom de Michel Tsouet, qui pour la première fois avait réussi à séparer les différents pigments chlorophyllins sur une colonne qu'on appelait le carbonate de calcium. Il avait donc pu, à travers cette colonne, séparer les pigments, les anthophiles, la chlorophylle A, la chlorophylle B et les différents caroténoïdes. Et plus tard, des premières chromatographies ont été développées. On a d'abord eu à développer en 1938 la chromatographie sur couche mince, puis en 1952 la chromatographie en phase gazeuse, avant d'aboutir dans les années 60, n'est-ce pas, à la naissance de ce qu'on appelle la HPLC, chromatographie d'équipe haute performance. Donc, la chromatographie, c'est une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange entre deux phases. Vous avez donc une phase stationnaire qui est une phase fixe, qui est la phase dans laquelle, à travers laquelle les constituants du mélange migrent. Et vous avez donc la phase mobile qui est ici constituée généralement d'un solvant qu'on appelle l'éliant, dont le rôle est d'entraîner les composés vis-à-vis de la phase stationnaire. Donc, ça sépare les constituants d'un mélange en fonction, n'est-ce pas, de leur différence d'absorption ou de solubilité entre la phase fixe ou phase stationnaire et la phase mobile. Donc, en fonction donc, de ces différents aspects, on va distinguer plus tard les chromatographies dites d'absorption, où les composés à séparer se fixent sur la phase stationnaire en mettant en jeu un ensemble d'interactions, ou encore la chromatographie euh, on va dire quoi, de partage, où les composés se séparent en fonction de leur capacité à se dissoudre rapidement dans la phase mobile. Donc, dans une chromatographie, il y a des thèmes que vous devez comprendre. L'échantillon, c'est celui qu'on doit, le mélange qu'on doit séparer. L'éluant, c'est le solvant qui entraîne l'échantillon. La phase stationnaire, c'est une phase généralement solide à travers laquelle le solvant et l'échantillon migrent. Et donc, quand les produits sortent, ce qui sort d'une colonne de chromatographie, on appelle ça l'éluat. Ce sont les termes que vous devez connaître. Voilà. Et vous voyez qu'ici, c'est de façon schématique, on a des éluats avec des pigments différents. Ça caractérise différents types de composés qui ont été recueillis. Donc, c'est une méthode de séparation qui se fait entre deux phases et qui met en jeu différents types d'interactions entre ces phases-là. L'adsorption, c'est la capacité des solutés élués à être fixés sur la phase stationnaire. Le partage, c'est la capacité des solutés à se dissoudre plus rapidement dans la phase mobile que dans la phase stationnaire. Et les autres phénomènes, la perte d'ions, l'échange d'ions et l'échange d'ions peuvent être rangés, n'est-ce pas, dans l'absorption. On va revenir dessus plus tard. L'exclusion stérique, c'est un phénomène qui peut être rangé dans le partage. Donc, voilà. L'absorption, c'est la capacité des constituants, n'est-ce pas, à se fixer. Il ne faut pas confondre absorption qui veut dire absorber, boire. Donc, la phase stationnaire n'absorbe pas la substance, mais la phase stationnaire a des propriétés d'absorption. Donc, les composés qui migrent peuvent se frotter sur la phase stationnaire et s'y coller. On dit donc qu'ils peuvent être adsorbés. C'est très important de différencier ça. Et dans le partage,
les solutés de l'échantillon n'ont pas la capacité de se fixer sur la phase stationnaire. Ils ont la capacité de se distribuer en fonction de leur solubilité. On appelle ce phénomène donc le partage. Et on peut donc définir ici ce qu'on appelle un coefficient de partage, qui est le rapport de la concentration de soluté dans la phase stationnaire sur sa concentration dans la phase mobile. Donc, dans ce type de chromatographie, un soluté qui a un K élevé aura un temps de rétention long, donc il va traîner pour sortir de la phase stationnaire, alors qu'il sera plus retenu. Alors qu'un composé qui a un coefficient de partage bas va sortir beaucoup plus rapidement, sera élué beaucoup plus rapidement. Donc, maintenant ici, l'échange d'ions, c'est un phénomène. Donc, ici, nous avons une chromatographie d'absorption. Dans cette chromatographie, la phase stationnaire, c'est un solide ionique. Ce solide ionique a des groupements. Ça, ce qu'on appelle les groupements ionisables. Ceux-ci sont les groupements ionisables et ça, ce sont les contre-ions. Ici, dans le mélange séparé, on a deux ions de charge opposée. Vous voyez très bien que lorsqu'on lance ce mélange dans la colonne, bon, ces deux ions se fixent sur la phase stationnaire et les contre-ions sortent. Donc, ici, on appelle ce phénomène échange d'ions. Les ions du mélange à séparer se fixent alors que les contre-ions qui étaient d'abord accrochés à la phase stationnaire sont enlevés. Donc, la capacité des constituants ici à se fixer va être liée à la différence de charge. Donc, la présence, n'est-ce pas, des groupements ioniques va favoriser la fixation. Par exemple, ici, on a l'ion sulfate et un ion A+. Vous voyez que c'est les ions de charge contraire. Donc, la phase stationnaire, si elle est chargée négativement, aura tendance à fixer tous les ions positifs, alors que si elle est chargée positivement, elle aura tendance à fixer tous les ions négatifs. Ici, sur cette phase stationnaire, ça, le SO3-, c'est le groupement ionisable. Et ça, c'est le contre-ion, lui, peut être déplacé. Voilà. Donc ici, on a affaire à ce qu'on appelle, voici un terme qui est propre à la chromatographie par échange d'ions, on appelle ceci la résine échangeuse d'ions. Cette résine a la capacité de fixer les ions plus. Donc, on va dire que c'est une résine cationique. C'est un échangeur cationique. Voilà. Donc, ici, on vous explique globalement quel est le phénomène qui guide la séparation des ions dans une chromatographie par échange d'ions. Voilà. Donc, cela dépend. La paire d'ions perd son caractère ionique, elle devient moins polaire, moins hydrophobe, passe de la phase organique en phase organique peu polaire. Voilà, bon, c'est les détails sur lesquels je vais revenir un peu plus tard. Voilà, donc de façon générale, quand on veut séparer un mélange d'ions, la chromatographie par échange d'ions permet de séparer des mélanges d'ions. Et dans cette chromatographie, les ions se fixent sur des phases stationnaires qui ont des charges contraires. Plus ta densité de charge est élevée, plus tu seras fixé. Et inversement. Voilà, donc ici, je pense qu'on a quelques soucis techniques. Donc, je vais d'abord suspendre l'enregistrement. Donc, ici, dans ce type de chromatographie, voilà. Donc, je disais que, en fait, il y a plusieurs. Nous allons essayer de parcourir ensemble notre slide parce que le premier fichier a des problèmes. Donc, voilà, je vous expliquais, la chromatographie à l'origine était utilisée pour séparer les pigments chlorophylliens et elle a été découverte dans les années 1906 par un Russe qu'on appelait Toews. Et à partir de là, différents types de chromatographie ont été développés pour aboutir aujourd'hui à une pléthore de chromatographie. Donc, de façon générale, la chromatographie, c'est une technique qui sépare un mélange de composés entre deux phases, une phase fixe et une phase stationnaire. La phase stationnaire est celle qui a la capacité de retenir les composés qui migrent. Alors, elle retient les composés en mettant en jeu un phénomène qu'on appelle l'adsorption, c'est-à-dire la capacité à retenir les solutés par des interactions de faible énergie.
Elle peut également retenir les composés autrement en exploitant le phénomène de la solubilité. On parle dans ce cas de chromatographie de partage. Donc, on utilise la chromatographie en biochimie pour faire tellement de choses. Donc, on va revenir plus tard sur les applications. Mais de façon générale, les types de chromatographie, on peut les classer en fonction du phénomène mis en jeu. On peut regrouper les chromatographies qu'on appelle chromatographie d'absorption ou celles qu'on appelle chromatographie de partage. Dans les chromatographies d'absorption, on a l'absorption en phase normale, l'absorption en phase inverse, la chromatographie par échange d'ions, d'accord? La chromatographie gaz solide, la chromatographie d'affinité, ce sont les chromatographies d'absorption. Dans la chromatographie de partage, on a la chromatographie d'exclusion-diffusion, on a la chromatographie gaz liquide et ainsi de suite. Donc, j'étais en train de vous expliquer comment se fait le phénomène d'échange d'ions en chromatographie. Donc, la chromatographie par échange d'ions, c'est comme son nom l'indique, c'est utilisé pour séparer un mélange d'ions. On a vu que l'électrophorèse est utilisé également pour séparer un mélange d'ions. On peut également utiliser une chromatographie par échange d'ions pour le même objectif, mais le principe est légèrement différent. Dans une chromatographie par échange d'ions, la phase stationnaire est ionique. Cette phase stationnaire porte des charges et ces charges-là, on les appelle des groupements ionisables. Par exemple, ici, on veut séparer un mélange d'acides aminés. On a les acides aminés bleus, les acides aminés bleus qui sont les acides aminés chargés négativement, les verts qui sont les non chargés et les rouges qui sont chargés positivement. La phase stationnaire ici est déjà positive. Vous voyez que les acides aminés rouges ne peuvent pas se fixer parce qu'ils ont eu la même charge que la phase stationnaire. Les acides aminés verts non plus ne peuvent pas se fixer parce qu'ils ont la même charge, ils ont une charge neutre. Donc, il n'y a pas d'affinité ionique entre les groupements de la phase stationnaire et eux. Par contre, les acides aminés bleus qui sont chargés négativement ont une affinité ionique avec la phase stationnaire et donc ils auront la capacité d'être retenus. Alors, comme cette phase stationnaire chargée positivement a la capacité de retenir les ions négatifs, on va l'appeler donc échangeur d'anions, c'est-à-dire échangeur d'ions négatifs. D'accord? Elle a la capacité de fixer ces ions-là, mais de façon réversible. Donc, et le nom qu'on donne à la phase stationnaire dans une chromatographie par échange d'ions, c'est résine. Résine, c'est le terme qui conduit. Donc, on a les résines anioniques, c'est-à-dire les résines qui échangent les anions, et les résines cationiques, c'est-à-dire les résines qui échangent les cations. Alors, donc, les exemples de résines sont vraiment explicites dans le cours, mais ce que vous devez surtout retenir, c'est qu'une fois que le composé si est fixé, pour pouvoir le décrocher, pour pouvoir le faire sortir de la colonne, qu'est-ce qu'on fait? Regardez juste ici. On utilise un liquide d'élution. Alors, le liquide d'élution, ça peut être un liquide qui a la même charge ionique que les ions qui sont fixés. On exploite dans ce cas le phénomène qu'on appelle la force ionique. Donc, vous apportez par exemple une solution constituée d'ions négatifs beaucoup plus concentrés. Ça va chasser ce qui est fixé et les faire sortir. On peut également les décrocher en variant le pH. Quand on varie le pH ici, le pH de la phase mobile, les molécules qui étaient déjà chargées négativement vont perdre ces charges-là et il n'y aura plus d'affinité avec la phase stationnaire et ces molécules vont sortir. Donc voilà les deux phénomènes qu'on peut exploiter pour provoquer l'élution dans une chromatographie par échange d'ions. Voilà. Donc il y a certaines précautions qu'il faut utiliser. D'accord? Voilà. Donc, on l'utilise beaucoup plus pour séparer les mélanges d'acides aminés. Voilà. Donc, c'était l'essentiel. Je pense qu'on pourra revenir dans les questions par rapport à ça. Donc, dans une chromatographie, on a besoin de quoi? D'une phase mobile qu'on appelle encore l'éluant. C'est lui qui va entraîner les solutés de l'échantillon à travers la phase stationnaire. On a besoin d'une colonne qui est un support cylindrique dans lequel on verse un gel, dans lequel on verse une phase stationnaire qu'on appelle ici résine. D'accord? Et les composés maintenant qui sortent doivent être détectés. On utilise donc un détecteur. Voilà. Il y a d'autres dispositifs complémentaires qui vont peut-être vous être présentés. Une autre chromatographie, par exemple, c'est la chromatographie d'exclusion-diffusion.
La chromatographie d'exclusion-division, c'est une chromatographie qui permet de séparer essentiellement les protéines en exploitant la différence de taille, la différence de forme ou la différence de poids moléculaire. Alors, il faut rappeler ici que voilà comment ça se passe en réalité. D'accord? Je vais aller assez rapidement sur le principe. Donc, vous avez à l'intérieur d'un tube cylindrique qu'on appelle la colonne des particules cylindriques, des particules sphériques, j'allais dire. Ici, le nom qu'on donne à la phase stationnaire, c'est le céphadex, les billes de céphadex. Vous avez les billes de céphadex qui sont des billes avec des trous, des billes poreuses, et qui ont pour rôle donc de séparer les différents sautés. Là, vous avez un mélange de protéines avec des tailles différentes. D'accord? Les plus grosses ne peuvent pas passer à travers le trou. Les moyennes aussi ne peuvent pas passer à travers le trou, mais les plus petits peuvent passer à travers les trous. Donc, les petites protéines qui peuvent passer à travers les trous auront un temps long dans la colonne. Donc, elles vont sortir beaucoup plus tardivement. Vous voyez que quand on regarde la vitesse de migration, elles sont dernières. Les plus grosses qui n'ont pas le temps d'entrer à l'intérieur des trous vont passer dans les interstices, c'est-à-dire les espaces entre les billes, et vont donc sortir rapidement. Donc, la chromatographie gel filtration, comme son nom l'indique, ça filtre, ça permet de filtrer les grosses molécules de protéines des petites molécules. Et ça permet à ce que les molécules de protéines qui sont plus grosses sortent rapidement, contrairement aux molécules plus petites qui sortent tardivement. Et donc, sur ce diagramme que vous avez à votre droite, qui est un chromatogramme, vous voyez dans le profil. Donc, quand les composés sortent, on mesure le volume. Voilà, et on mesure aussi l'absorbance, c'est-à-dire la densité optique. Là, vous pouvez remarquer que on a ici, bon, là, c'était peut-être pas bien présenté, mais ce que vous devez remarquer, c'est que les premières fractions qu'on recueille de cette colonne, dans ce sens-ci, c'est les fractions rouges, après les fractions vertes, après les fractions bleues. Voilà. Là, c'est une bonne résolution parce que les pics sont distincts. C'est d'autres thèmes sur lesquels on va peut-être revenir plus tard. Donc, ici, les composés qu'on sépare ne se fixent pas sur la face stationnaire, mais ils se distribuent. Le facteur qui permet de les séparer, c'est leur capacité à entrer dans les mailles ou pas. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'interaction. Ils ne sont pas fixés, liés au billes de céphadex. Bien. Donc, pour choisir un type de chromatographie, il faut regarder, n'est-ce pas, le type de soluté qu'on veut séparer. Si c'est une soluté ionique, là, on utilise la chromatographie par échange d'ions. D'accord? Si c'est un mélange de protéines de tailles différentes, là, on peut utiliser la chromatographie gel d'exclusion. Donc, je vais m'arrêter peut-être là et nous allons continuer plus tard pour la seconde partie.